Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre podcast Les Vertes et les Verts en discussion. Aujourd'hui, nous avons un épisode spécial Conseil fédéral. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. Résultat de l'élection. Je suis Ilias Panchard, responsable des campagnes chez les Verts et Verts Suisses, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre candidat vert au Conseil fédéral, Gerhard André. Gerhard, bienvenue à toi. Hello, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, le 10 novembre dernier, le groupe parlementaire des Verts t'a officiellement désigné comme candidat au Conseil fédéral. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être entre, émotion, fierté, stress, tout ça à la fois, comment est-ce que tu as un peu vécu ce moment et les moments qui ont précédé cette nomination ? Alors, depuis que j'ai annoncé que j'étais prêt à y aller pour cette course, c'était spectaculaire parce que le retour que j'avais de mes amis, de mes collègues, un peu de partout, c'était juste incroyable. J'avais un soutien incroyable. C'était vraiment très très beau. C'était une sorte de love storm. Et évidemment, c'est extrêmement motivant. Bien évidemment aussi de la part de la base verte, j'ai eu beaucoup de retours, justement des amis verts et vertes qui trouvaient que c'était une très bonne idée d'y aller et qui étaient absolument contents que ça a été moi. Donc c'était vraiment, ça a fait un grand plaisir. Et en plus, les médias étaient aussi favorables avec moi, donc c'était quand même bien de voir une fois un peu ce que ça donne, si on ose d'y aller, puis de proposer justement de siéger au Conseil fédéral, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui sera le retour. Et là, j'étais très, très content de ce que j'ai vécu maintenant ces dernières semaines. C'était vraiment très, très motivant. Puis peut-être justement là-dessus, comment est-ce que tu gères le fait d'être soudain, ou en tout cas davantage sous les feux de la rampe ? Alors, ce qui est vraiment magnifique, c'est cette opportunité qu'on a créée, d'ailleurs avec cette candidature, c'est d'avoir des plateformes pour faire passer notre message, parce que c'est quand même un environnement, une nature intacte, une société solidaire, saine, et une économie circulaire, durable, qu'on veut mettre en avant, parce que c'est la base pour une bonne vie de notre génération, mais aussi des générations futures. Et avec cette candidature, on a maintenant des magnifiques plateformes, j'en profite et j'essaye de faire au mieux aussi pour nous, le parti. Donc c'est vraiment une très, très, très belle expérience et on peut qu'en profiter. Je me demandais en préparant ce podcast, c'est une question un peu bateau, mais est-ce que devenir conseiller fédéral, c'était un rêve d'enfant pour toi ? Absolument pas, franchement, sincèrement, parce que depuis un moment, et puis on m'a rappelé ça, je l'ai un peu oublié, mais je pense que j'avais depuis longtemps un souhait de siéger au Conseil national. Donc ce rêve, il s'est réalisé, sauf que moi, j'ai presque un peu oublié que c'était un rêve, mais ma famille m'avait dit que ça fait quand même un moment où tu en parles. Donc si on parle de rêve, c'était pouvoir faire de la politique au niveau fédéral, avant tout justement au Parlement. Et peut-être j'ai même pas osé à m'imaginer de siéger au gouvernement, et du coup je suis dans une position qui est quand même pour moi assez spectaculaire. Mais non, c'était pas un rêve, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui je souhaiterais pas le faire, parce que je vois que je pourrais probablement amener quelque chose d'intéressant pour le gouvernement. Et puis d'ailleurs, c'est absolument nécessaire que notre parti soit représenté, que les valeurs vertes soient vraiment incluses dans le gouvernement fédéral, parce qu'on en a besoin de toutes les forces importantes de ce pays, parce qu'on est dans une phase des multi-crises écologiques, mais aussi une géopolitique complètement bouleversée. Donc on a besoin de toutes les forces pour les défis qu'on a à régler. Ça tombe bien, tu l'abordes justement. Est-ce qu'on parlait peut-être parlons peut-être précisément, un peu plus précisément de la candidature des Verts et des Verts au Conseil fédéral. Notre point de vue, il est grand temps qu'il y ait une représentation verte au Conseil fédéral. Absolument, parce que non seulement arithmétiquement, non seulement au niveau des chiffres, c'est absolument clair que ces 10% qu'on représente devraient être inclus, devraient être représentés au gouvernement. C'est d'ailleurs aussi l'idée de la concordance, c'est la culture suisse de la concordance d'inclure les forces importantes, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et c'est déjà depuis
des années pas le cas. On nous dit de se patienter, de prouver qu'on arrive à tenir notre force. On est là, on a le deuxième meilleur score de notre existence et on nous dit toujours, vous n'avez toujours pas le droit de siéger, mais ça c'est problématique. Non seulement bien évidemment pour ces valeurs qui sont représentées par une bonne partie de la population, mais aussi pour notre futur dont on a besoin. On a besoin d'un futur durable parce que c'est le seul qui sera viable. Mhm. C'est intéressant, on sort souvent ce chiffre qui est, j'ai l'impression, peu connu de l'électorat et de la population, que depuis 2019, plus d'un quart de l'électorat n'est pas représenté au Conseil fédéral. C'est énorme. Ben justement, et puis nous, on représente 10% de ces 25, donc même si nous, on est dans le gouvernement, on n'est toujours pas à 100%, je dois aussi admettre, c'est pas facile avec sept sièges au gouvernement, mais il est grand temps d'inclure les Verts, parce que c'est tout à fait logique, enfin, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les autres partis ne sont pas trop loin. Avec 14%, nous, on y était presque ces 4 dernières années. Et les autres partis, ils ont l'impression qu'avec 14% qui représentent exactement un siège, qu'ils ont droit à un deuxième avec 0%. Et de l'autre côté, on nous dit, et vous, avec votre 10%, vous n'avez pas droit. Alors moi, je trouve que c'est un double standard, c'est injuste et c'est pas très démocratique. Justement, c'est intéressant, si on prend les partis actuellement représentés au Conseil fédéral, comment est-ce qu'ils ont réagi à ta candidature, ou peut-être aussi d'autres partis de la société civile, mais peut-être déjà les partis actuellement membres du Conseil fédéral? C'est clair, ceux qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas donner de pouvoir et qui sont surreprésentés, ils sont complètement contre, ils essayent de ridiculiser notre candidature, sauf que certains médias ont aussi remarqué que ce n'est pas forcément la bonne stratégie, parce qu'il y en a d'autres qui ont vraiment extrêmement perdu, et puis c'est avant tout le PLR qui est dans une tendance depuis des décennies qui perd élection après élection, et aujourd'hui il y a aucune raison pour ne pas libérer ce siège et le donner aux Verts, justement c'est pas contre le parti, mais c'est pour une culture de démocratie, de concordance. Et ça, ça, je trouve parfois un peu frustrant, parce qu'on essaie de trouver des arguments qui tiennent tout simplement pas la route, justement pour pas nous donner l'accès au gouvernement. Je trouve que c'est une erreur, c'est vraiment problématique pour notre pays, pour ce qu'on a devant nous. Puis maintenant qu'on a pris un peu le contexte politique, les raisons de cette candidature, prenons un scénario évidemment positif en cas d'élection, pour parler un peu de ton profil politique, de ton point de vue. Avec quelles compétences tu pourrais enrichir le Conseil fédéral dans sa composition actuelle ? Alors c'est clair que c'est le développement durable qui est une compétence transversale qu'il faut amener au gouvernement. J'ai l'impression que toujours on essaye d'exclure un des facteurs, mais on ne peut pas exclure ni la société, ni la nature, ni l'économie. Il faut toujours avoir les trois piliers. Et puis cette manière de vraiment penser, voir les choses de manière holistique, sachant que c'est difficile, qu'il y a des conflits d'intérêts, cette pensée-là, j'aimerais l'amener. Avec mes tactiques, mes outils que je peux aussi mettre sur table, amener, c'est la numérisation qui est un magnifique outil pour réaliser justement ce futur qui sera bien plus complexe, beaucoup plus décentralisé. Prenons déjà la production d'énergie. Il nous faut le numérique pour réaliser justement cette production énergétique durable. Donc c'est ça. Et un autre facteur, c'est, je dirais, un peu mon passé entrepreneurial. J'ai vraiment beaucoup appris d'aller jusqu'au bout et de livrer un résultat, parce que si tu es un entrepreneur, tu ne peux pas juste ouvrir des chantiers et puis laisser traîner, parce qu'il faut toujours livrer des résultats. Et puis là, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile pour moi, parce que c'est la manière dont j'ai travaillé, et je l'ai aussi appliqué ces 4 dernières années au Parlement. Et puis avec ça, j'ai quand même réussi à faire passer des objets quand même assez conséquents et pas seulement faciles, je dirais. Justement, tu as anticipé, je voulais poser une question un peu sur ton engagement comme cofondateur d'une entreprise informatique, aussi cette compétence sur l'économie circulaire, la finance verte. Mais justement, peut-être si on prend un peu un regard en arrière sur ces 4 dernières années, tu viens de commencer à le faire. Peut-être quelques extraits un peu de tes principales
réussite politique. On a lu dans la presse ou dans la berne fédérale, si je puis dire en bon français, un peu parler de cette méthode André. On peut penser, ça a été cité dans la reconstruction de l'Ukraine. Je suis allé prendre des articles d'aide humanitaire, place financière durable, EID. C'est quand même des gros dossiers. Peut-être si tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs comment tu ficelles un peu ces paquets, évidemment avec d'autres, j'imagine. Justement, c'est le facteur déterminant avec les autres. Donc, de vraiment, sincèrement, ouvertement, essayer d'aller chercher non seulement le soutien, mais la contribution. Parce que même si tu as des gens qui sont peut-être pas forcément dès le départ avec toi, qui ont peut-être même aussi des avis qui sont très très loin de ce que toi tu revendiques, il y a des points communs et là-dessus on peut construire des choses. Et la méthode André, c'était un peu de dire, moi je sors un peu mon ego de l'histoire et j'essaye d'inclure les autres. Tout le monde peut mettre son nom. Donc, par exemple, l'EID, le projet EID, ça s'appelle la motion EID et pas André. Normalement, une motion a un nom de celui qui l'a créé. Sauf que moi, j'ai essayé et réussi à convaincre 5 autres parlementaires de tous les autres partis de déposer le même texte pour donner le soutien, mais vraiment conséquent. Mais pour ça, il fallait vraiment beaucoup travailler, inclure les objections, inclure ce qui n'était pas juste pour eux, en ne pas diluant ce qu'on veut vraiment mettre en avant, ce qu'on veut vraiment réaliser. Et ça, j'ai pu faire à plusieurs reprises. Donc, l'EID, ça s'est passé comme ça. Aussi une motion pour les fonds congelés de la Russie, aujourd'hui bloqués, on parle là de 300 milliards de dollars, où il nous faut une base légale afin de pouvoir injecter cet argent pour la reconstruction de l'Ukraine. Et là aussi, j'ai travaillé avec les autres partis, avec des collègues des autres partis, pour déposer cette motion en 5 versions, chaque fois le même texte, pour montrer c'est la cause ici qui nous intéresse et pas l'expéditeur. Ça, c'était un peu ma méthode et puis elle a très bien marché à plusieurs reprises. Peut-être une question un peu plus personnelle aussi sur ton parcours, tes compétences. On voit que tu es également doué pour les langues. Je ne sais pas si nos auditrices et auditeurs le savent, mais tu es germanophone, tu parles suisse-allemand aussi au quotidien. Peut-être, est-ce qu'il y a des mots ou des expressions francophones que tu trouves intéressantes ou que tu comprends pas toujours. Enfin, on demande souvent aux gens dans quelle langue est-ce qu'ils rêvent. Peut-être quelques éléments un peu sur ton rapport aux langues dans ce pays. Alors, c'est marrant. Parfois, j'ai dans mon cerveau un peu les deux langues, les deux cultures, parce que j'habite vraiment sur le Rösti-Graben, carrément. C'est côté roman, ma commune est francophone, Grand-Spaco. Mais je suis tellement des deux côtés, je suis un vrai produit moitié-moitié comme la fondue fribourgeoise. Donc, c'est quelque chose que je trouve passionnant, mais souvent, bien évidemment, je vois aussi les différences. Je peux venir avec un mot qui est probablement, ou bien avec un terme qui est probablement difficilement compréhensible, en dehors peut-être même de la ville de Fribourg, c'est Enyegome. Ça te dit quelque chose ? Ah non, en tant que lausannois, ça me dit rien. Tu vois. Et je peux peut-être même à Bulle, ça se comprend plus. Donc c'est une eau gazeuse avec un petit bout un petit peu de sirop de citron. Ok. Et en ville de Fribourg, ça s'appelle Enyegome. Tout le monde sait ce que c'est dans les restos, mais ailleurs, personne ne comprend. Donc, il y a des termes un peu assez particuliers. Okay. Et tu peux t'imaginer avec mon dialecte germanophone, qui est un dialecte très, très minoritaire. On en a encore plus de ce genre de mots, parce que le plus petit ton écosystème, il est, le plus tu as ce genre de termes. Oui, alors ça c'est sûr. Ouais. C'est ce qui fait aussi la spécificité de la Suisse. Peut-être maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton engagement dans la société civile, si je puis dire. Pour cela, on va écouter un court extrait musical. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se cache derrière cette chanson ? Alors là, vous avez entendu John Steers avec une chanson qui était très importante, qui est devenue très importante pour la Suisse, parce que John Steers, il a eu le meilleur score du jury de Eurovision Song Contest. Il vient de Bro.
Et ce jeune homme dont j'ai pu faire connaissance, il a participé à la Gustave. C'est une académie pour des jeunes talents dans la musique actuelle. Et ensemble, avec mon ami de longue date et musicien Gustave, on a créé ensemble avec d'autres collègues encore, il y a à peu près 5-6 ans maintenant, cette organisation au but non lucratif. C'est une sorte de mini-formation pendant une année où sont invités des talents de toute la Suisse. Donc, c'est une sorte d'audition, justement d'incubateur pour non seulement les gens, ces jeunes, normalement, ils savent jouer leurs instruments, ils savent déjà chanter, mais ils viennent chez nous pour vraiment faire une production d'une année où on apprend, mais ça fonctionne comment avec les droits d'auteur, comment faut-il enregistrer des choses, comment faut-il faire de la communication, comment créer un show de A à Z. Et ça, ils font pendant une année entière, les week-ends, les soirs, les vacances. Et c'est une magnifique plateforme qui a déjà justement créé des talents. Évidemment, il avait déjà un talent incroyable, John Steers, mais on en a d'autres, comme par exemple Crème Solaire, ou bien Sini, ou bien Zoé. C'est des gens qui ont vraiment maintenant un sacré succès, qui ont fait justement cette mini-formation, la Gustave. Et il y a même des groupes qui se sont rencontrés là-bas, qui ont maintenant créé leur formation et qui ont un succès. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, même si je suis pas quelqu'un qui sait faire de la musique, mais je sais écouter. Ça me rappelle un peu cette finale de l'Eurovision, justement, où John Steers n'était pas passé loin de la victoire, d'ailleurs, pour les gens qui ont suivi. Tu viens de le dire, est-ce que toi-même, tu fais de la musique ou tu en as fait? Mais j'ai joué la trombone dans la fanfare de notre petit village, là, Heitenried, parce que quand j'étais enfant, j'ai voulu jouer un instrument, et puis il y avait une seule option, c'était la fanfare dans notre petit village, parce que logistiquement, autre chose n'était pas possible. Et ça, j'ai fait pendant quelques années, c'était marrant, mais j'étais pas un talent, pour le dire ainsi. Okay. Tu t'engages aussi, on l'a vu dans le programme MENCARE Suisse. C'est un programme de l'association fêtière des organisations suisses d'hommes et de pères, mener.ch. Quel est un peu le but de ce programme? Alors, moi, j'aime bien la démarche de mener.ch parce que c'est une organisation pro-féministe et émancipatoire. Émancipatrice. Émancipatrice. Même moi, j'ai eu un doute. Parfois, c'est pas facile. Pour les hommes. Parce que, tu vois, plein de groupes, y compris les femmes, ou bien les personnes colorées, ou bien LGBT, il y avait une démarche, mais qui sommes-nous, qui on veut être, et puis quelle est notre place dans notre société. Et je trouve mener.ch arrive à mener ce débat de manière très très constructive, parce que c'est pro-féministe, mais aussi pro-masculin, mais moderne, une masculinité moderne qui sait qu'il y a des privilèges qu'on a comme homme dans notre société actuelle, mais qui a aussi des désavantages, parce que c'est des stéréotypes qui sont toujours là. Pourquoi un homme, justement, ne peut pas montrer des émotions, ou bien doit jouer un rôle qu'on lui a donné dès son naissance. Ouais, c'est une construction sociale. Justement. Et puis, moi, je trouve mener.ch, c'est une organisation très, très intéressante qui est justement là pour mener ces discussions qui, à mon avis aussi, a grand temps d'émerger, parce qu'on l'a trop peu, ces discussions. Tu as abordé un peu la question très importante pour toi aussi, de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, ou entre vie familiale et vie professionnelle. Je me demandais, est-ce que tu penses que cette conciliation, justement, elle est aussi possible pour un conseiller fédéral en 2023? Là, je dois vraiment dire honnêtement, ça a beaucoup changé aussi chez nous à la maison depuis que je suis élu au Conseil national, parce que de concilier, c'est déjà un parlement de milices, les horaires qu'on a, parfois si on a des petits enfants, c'est presque impossible, l'horaire qu'on a, et puis parfois les phases tellement intenses, donc on dépend d'un entourage. Et chez nous, et ça me fait un peu mal au cœur, parce que moi j'ai toujours vraiment revendiqué, défendu
un ménage égalitaire ensemble avec ma femme. On avait vraiment eu parfois des phases où elle travaillait peut-être un peu moins en dehors de la maison, ou bien il y avait des phases où c'était moi. Donc on a vraiment essayé toujours d'être là pour les enfants, de faire le ménage, mais depuis que je suis élu, c'est bien plus compliqué. Au moins, nos enfants sont maintenant des ados. Et c'est plus facile aussi de les faire aider dans notre ménage. Aujourd'hui, c'est coloc, c'est plus hôtel, maman, papa. Donc ça, on a un petit peu changé. Et aujourd'hui, c'est un peu moins dur d'accepter que c'est plus aussi facile. Okay. Et pour dire au Conseil fédéral, je pars du principe que c'est tout simplement un endroit où c'est plus possible, mais c'est une fonction qui est tellement importante où je dirais, tant pis, c'est un peu la vie, parce que je pense qu'il y a quand même des limites pour concilier tout, parce que si on est dans un gouvernement fédéral, je pense qu'il y a tout simplement des limites parce que d'autres choses sont plus importantes. On a vu, merci, dans un petit peu tes engagements, ou si j'ose dire le Gerhard André parlementaire, le Gerhard André professionnel, le Gerhard André familial aussi un peu maintenant. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre ? J'adore faire du vélo. J'adore être avec ma famille. On fait quand même assez souvent des trucs ensemble. On adore faire des mini-vacances, aussi des longues vacances. C'est vraiment un peu pour moi un îlot je peux vraiment récupérer avec mes proches. Ça, c'est beau. Après, j'essaye justement de faire du vélo quand je peux, partout. Et j'ai aussi tendance à beaucoup écouter les podcasts, regarder des séries. Ça tombe bien. C'est pour couper un peu, donc ce genre de discussion, j'adore écouter, puis ça me coupe un peu, puis c'est quelque chose qui me donne de l'énergie, justement. Et en lisant, on a appris avec mes collègues en préparant que ton premier métier ou ta première formation, c'était celui de menuisier. Est-ce que tu te souviens, je ne sais pas, tu me corrigeras, peut-être du premier meuble ou du premier objet que tu as fabriqué pendant ton apprentissage de menuisier ? Ça, je pourrais plus dire, mais c'est assez pour moi, une histoire très très longue, l'amour avec le bois. Parce que déjà, quand j'étais à l'école primaire, j'ai décidé de vouloir être menuisier. Ça, j'avais déjà décidé. Et déjà, en sixième primaire, j'étais déjà allé voir les premières menuiseries où je voulais faire mon apprentissage. J'étais tellement convaincu. Et déjà, à la maison, j'ai beaucoup fait avec du bois. C'était quelque chose j'ai adoré ça. Donc, j'ai très tôt commencé à faire des trucs. Et le premier meuble ou à l'apprentissage, je ne me rappelle plus. Mais j'ai adoré faire ça. Même quand je n'ai pas travaillé pendant la journée ou bien le soir, j'ai fait des meubles pour ma famille, pour mes amis, pour moi-même. J'ai fait ça presque 24/7. J'ai adoré ce métier. Intéressant. Peut-être pour finir, c'est vrai ça passe vite, on est déjà là depuis une vingtaine de minutes. On voulait faire une sorte de mini-hearing en bon français avec toi, ce qui se passe un petit peu en général avec les groupes parlementaires, différentes associations, fédérations à Berne quand on candidate au Conseil fédéral, et puis te poser un peu quelques questions aussi qu'on a reçues aussi en ligne par notre communiqué. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Toujours. Est-ce qu'il y a un département particulier que tu souhaiterais occuper ? Pas la question la plus originale, je te l'accorde. Ouais, mais elle est intéressante, sauf que malheureusement, elle ne sera pas posée aux nouveaux élus. Donc, normalement, on n'a pas le choix justement de prendre le département qu'on souhaite. Mais si on me pose cette question, peut-être c'est une réponse un peu inhabituelle pour un verre. Mais moi, je m'intéresse énormément aux finances. Parce que le pouvoir de ce département, il est gigantesque. Et même si on veut développer des belles choses dans un autre département avec des projets dont on aurait absolument besoin, c'est les finances qui dominent énormément la politique fédérale. Encore beaucoup plus en ce moment parce qu'il y avait beaucoup de dépenses avec la pandémie, avec les crises qu'on a déjà vécues ces dernières années. Puis ça va être encore plus difficile, et de faire de la politique financière, ça serait quelque chose qui m'intéresserait énormément. Mais c'est justement pas le premier département qui est mis à disposition pour les nouveaux élus, mais tu m'as posé la question, donc ça serait mon département préféré. Puis ce qui concerne peut-être potentiellement un autre département, mais est-ce que tu vois en particulier un grand chantier, ou quel grand chantier tu vois en ce moment dans la protection du climat, ou de ce qui manque actuellement au Conseil fédéral dans cette thématique ? Alors,
je pense qu'on n'a pas un manque de projets, d'idées, mais on a un manque de compréhension, de culture, de développement durable. J'ai toujours l'impression que pour une bonne partie, aussi au niveau du gouvernement, c'est juste, c'est une histoire à côté. On fait aussi un peu de développement durable, il faut le Un peu faire. à la marge. Voilà, mais le vrai truc, c'est autre chose, quoi. Donc on laisse traîner un peu, on n'est pas contre, mais est-ce qu'on a vraiment compris? Je pense que pas. Et ça serait ma mission, je pense, la plus importante, parce que moi, j'aime bien convaincre les gens. Je ne m'arrêterai pas au gouvernement, parce qu'on est tous motivés par nos valeurs. Et ça serait, je dirais, un peu mon projet le plus important, de vraiment créer une culture de développement durable et aussi, je dirais, avec le moyen de sécurité, parce que c'est déjà un problème de sécurité. Si on n'a pas un environnement intact, si on n'a pas une production énergétique locale, indépendante, si on n'a pas une production alimentaire, agricole, suisse, saine, durable, on a un problème de sécurité. Et ça serait ma mission, donc peut-être pas forcément ouvrir le prochain chantier, parce qu'on en a déjà beaucoup, mais de vraiment faire en sorte que ça devienne culture, un développement durable. Parce que si c'est pas quelque chose qu'on sent vraiment, ça va être très très difficile, parce qu'il y a toujours des bons arguments pourquoi pas y aller, parce qu'il y a encore le truc qui est plus important, qui est notre truc classique. Mais non, il faut vraiment aller de l'avant, et puis ça serait ma mission. Et qui transcende les clivages, non? C'est intéressant. Tu l'as un tout petit peu mentionné en parlant de la question énergétique. Vu qu'on t'a sous la main en tant que spécialiste de la numérisation, comment est-ce qu'on peut en Suisse utiliser, peut-être avec un exemple, la numérisation dans ce cas-là pour lutter, pour faire face à la crise climatique? Alors, si on prend les aspects positifs de la numérisation, c'est quand même un magnifique outil pour réaliser, pour automatiser aussi des systèmes complexes. Et notre système, notre société est devenue très très complexe, et il y avait aussi des bonnes raisons pour cela. Et si on prend la production énergétique, elle devient de plus en plus décentralisée. On sort un peu de l'idée qu'il y a 2-3 grandes centrales nucléaires, 2-3 grands barrages, et puis ça y est, ça marche plus. On a besoin d'une production décentralisée avec du photovoltaïque, avec l'éolien. Et cela, pour le gérer, afin aussi de pouvoir l'utiliser de manière locale, il nous faut des outils qui arrivent à gérer cette complexité. Pour cela, la numérisation est extrêmement importante. Bien évidemment aussi pour d'autres domaines, mais là, je vois une utilité immédiate de ce magnifique outil. Et comme quasiment dernière question, vu que l'heure file, comment est-ce que tu t'imagines collaborer peut-être avec d'autres, mais on peut dire par exemple avec le conseiller fédéral Albert Rochety, qui lui est ministre de l'Environnement, qui a été président de l'Union pétrolière. Enfin, en résumé, de collaborer avec d'autres conseillères ou conseillers fédéraux qui ont peut-être une vision ou des enjeux ou des priorités complètement différentes des tiennes. Je continuerai à le faire comme je l'ai fait pendant ces 4 dernières années. J'ai énormément causé, développé avec mes collègues de la droite. Parce que pour finir, même si on peut être en désaccord avec certaines questions, même avec les très grandes idées, si on trouve un point commun, depuis ça, on peut construire. Et ça, j'ai réussi à faire ça à plusieurs reprises ces 4 dernières années. Et je pense que ça serait aussi très utile au sein d'un gouvernement. De manière générale aussi, avec mon travail, mon implication dans l'économie, je suis quand même habitué à ce genre de discours, parce que c'est très souvent un discours très économique et très financier, et je connais ce slang, je connais ce qu'il y a derrière, et j'ai aussi appris à l'inclure et de le tourner dans mon sens. Donc ça serait un peu ma tactique, et puis ça me ferait plaisir. Ok, c'est noté. On approche maintenant lentement de la fin de ce podcast. Gerhard, dans quel état d'esprit et qu'est-ce que tu comptes faire d'ici au 13 décembre? Alors ça va continuer avec les interviews, les médias. J'en ai encore une poignée d'interviews assez intéressantes, assez importantes pour les médias suisses.
Et puis ça va continuer. On va bien évidemment convaincre nos collègues au Palais fédéral de nous soutenir. Ça sera très très difficile, on sait bien, parce que justement ce pouvoir, on ne nous le donne pas juste comme ça. Et puis peut-être pas encore cette année, mais il faut continuer à les convaincre. Il faut passer le message qu'on a non seulement droit à ce siège, mais qu'on est aussi tout à fait apte, capable et prêt d'y aller. Puis ça, on va bien ces prochains jours jusqu'au 13 le matin, peut-être jusqu'à 10 heures même. Dernière seconde. Merci beaucoup. Et bonne chance, Gerhard, pour ce sprint final. Et merci pour cet entretien sympa et très intéressant. C'était vraiment un plaisir de faire davantage ta connaissance d'une façon aussi un peu moins formelle. Et merci beaucoup d'avoir pris du temps aussi pour cette interview dans une période plus que chargée pour toi. Et merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions par mail à l'adresse suivante verts@verts.ch ou par WhatsApp au 079 920 80 93. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur notre canal YouTube et sur les applications de podcast Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Au revoir.